cette présentation, on va parler de projets de data science. De ce qu'on peut en concevoir quand on se réfère à un projet Kaggle qu'on aurait fait dans un notebook où on aurait passé 2 jours à optimiser son AUC, à la réalité qui est nettement plus complexe d'un projet de data science dans le cadre d'une entreprise. Donc je ne sais pas si ce dessin vous rappelle de bons ou mauvais souvenirs. En tout cas, pour moi, clairement, ça fait écho à des projets sur lesquels j'ai pu travailler. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est pas, quand on développe un projet, encore une fois, dans ce cadre d'entreprise, c'est pas je télécharge un CSV, je prends un notebook sur mon environnement local, je code un peu, une fois que c'est prêt, je fais un petit script et puis je l'envoie à quelqu'un et ils peuvent faire de l'inférence parce que de toute façon, ça tombe bien. Leur dataset a exactement le même format que mon input dataset à moi. Non, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on est déjà dans un écosystème avec des données qu'il va falloir aller chercher potentiellement un peu partout dans une entreprise. Qu'en fait, le projet, pour qu'il ait de la valeur, il va falloir qu'il s'inscrive dans des questions et des problèmes métiers, donc travailler avec des experts métiers. Ensuite, pour qu'il ait de la valeur, il va encore une fois falloir le mettre en production. Et la production, ça pose aussi beaucoup de problèmes, de comment je passe un projet d'un environnement, par exemple, d'expérimentation à un environnement de prod, comment je teste, etc. Enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Je vous rassure, on ne va pas passer les 18 prochaines minutes à se plaindre et à se dire que le métier de data scientist, c'est infaisable. On va regarder ensemble comment Dataiku peut vous accompagner pour dépasser les différents challenges, les différentes difficultés qu'en tant que data scientist, on peut rencontrer quand on développe ce genre de projet. Je ne vais pas présenter, je m'appelle Clémence, je suis product manager chez Dataiku et avant ça, j'étais également data scientist. Dans cette présentation, du coup, on va revoir rapidement un peu les différents challenges que vous pouvez rencontrer avant de regarder comment Dataiku vous accompagne sur 3 piliers principaux. L'accès à ses ressources, que ce soit ses données, ses ressources de calcul, la standardisation de ses projets, de ses expérimentations de machine learning, et enfin tout ce qui est opérationnaliser sa mise en production. Donc, si rapidement on revient un peu à ce qu'on observe un peu sur l'évolution d'une équipe de data science, généralement quand une équipe elle va se former, on va commencer à faire des POC pour montrer un peu la valeur que peut générer un projet de data science. Puis une fois que cette valeur elle va être démontrée, on va commencer à mettre un premier projet en production pour être utilisé par les équipes métiers. La première mise en production, elle va être un peu fastidieuse, généralement très manuelle, mais c'est pas grave, on apprend des choses. Quand on commence à pousser 5 projets en production, là on commence à se dire qu'il va falloir automatiser un petit peu parce que ça commence à être compliqué à prendre du temps. Puis plus on avance, plus on développe des projets complexes. En parallèle, on pousse les projets, on maintient des projets en production et c'est très fastidieux parce qu'encore une fois très manuel et en fait ça devient assez vite ingérable. Si on regarde un peu du coup quels sont les problèmes qui génèrent un peu cette complexité, en tout cas à développer autant de projets et maintenir autant de projets. C'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas ce qu'on observe régulièrement. Une première forme de contrainte, c'est un écosystème qui est complexe et hétérogène. En fait, quand vous êtes dans une entreprise, vos données, elles vont venir d'équipes différentes, potentiellement stockées dans des bases de données différentes. Vous allez également extraire des données issues d'outils différents via des API. Et donc pour tout ça, il va falloir aller chercher les bonnes clés d'accès, aller discuter avec l'équipe IT pour savoir où est-ce que vous pouvez trouver les données intéressantes pour votre projet. Pour les ressources, ça va être un peu pareil. Si vous expérimentez en local, c'est bien, mais dès lors que vous allez devoir avoir des machines plus importantes, potentiellement des GPU, il va falloir aller discuter avec d'autres équipes pour savoir comment y avoir accès. En soi, ce n'est pas infaisable, mais c'est beaucoup de friction et souvent beaucoup de ralentissement parce que ça demande beaucoup d'allers-retours en permanence avec les équipes IT. Le deuxième point, c'est le manque de standardisation de ces projets quand on est en train d'expérimenter. C'est-à-dire que le notebook, par exemple, c'est un très bon espace d'expérimentation. Par contre, passer un notebook en production, c'est pas idéal. Un notebook, ça se teste pas facilement, ça se revoit pas facilement. Comment ensuite on réutilise du code d'un projet à l'autre quand en fait on a mis toute la logique dans le même notebook? Pas évident. Idem pour les expérimentations. Si chaque data scientist expérimente un peu à sa sauce et fait ses graphiques d'évaluation et évalue en tout cas son modèle à sa façon, ensuite à la fin, comment on arrive à trouver une façon commune d'évaluer, de comparer un peu les modèles et les projets. Troisième élément,
qui est un peu lié à ce que je viens de dire avant, c'est un peu le manque de traçabilité de ces expérimentations. Souvent, on va être dans notre espace de développement, on va tester des paramètres, on va tester des modèles, et puis à la fin, on va se dire, bon voilà, parfois c'est carrément, en tout cas moi je me revois faire ça, noter un peu sur un carnet les résultats un peu des expérimentations que j'avais eues, puis à un moment on va être content, on va dire ok, ce modèle c'est le bon. Sauf que quand on va commencer à vouloir passer en production, à travailler sur des projets avec à fort impact potentiellement, il y a aussi une gouvernance qui va se mettre en place. Il va falloir être capable de justifier pourquoi on pousse tel modèle en production. Et parfois, on se rend compte que pour certaines expérimentations, on n'est même pas capable de revenir au code qui a été utilisé pour générer cette expérimentation. Et enfin, le dernier aspect, c'est tout ce qui est vraiment lié à la mise en production. Moi, je dirais qu'en tant que data scientist, c'est pas forcément quelque chose auquel on est formé. Tout ce qui est mise en production, passage à un espace de prod, mettre en place des tests, de l'orchestration, etc. Et donc, généralement, c'est assez fastidieux, assez manuel, et du coup, ça peut également engendrer beaucoup de risques d'erreur. Les conséquences de ça, je ne vais pas revenir parce qu'on en a un peu parlé, mais c'est que généralement, ce qu'on observe, et en tout cas, ce qu'on observe chez nos prospects, chez les clients qui viennent vers nous, c'est que malgré un besoin qui augmente très rapidement de projets, une identification de beaucoup de projets parce que les entreprises deviennent matures et qu'elles commencent à avoir vu la valeur des projets de data science, le nombre de projets poussés en production n'augmente finalement pas si rapidement que ça. Et il y a une certaine frustration souvent dans les équipes de data science parce que par ailleurs, le temps passé à gérer tout ce qui est mise en prod et gestion de l'infrastructure est très important et que le temps alloué à ce qui peut-être nous intéresse un peu plus quand on est data scientist, c'est-à-dire expérimentation, recherche, et devient finalement assez faible. Maintenant, on va voir ce que Dataiku fait pour vous accompagner. Alors, avant de commencer à parler de cette partie-là, je veux juste préciser que l'hypothèse que je prends dans ce que je présente, c'est que ça s'adresse plutôt à des profils data scientists qui sont à l'aise avec du code, qui codent très bien en Python, qui sont à l'aise dans un notebook, dans un IDE. Et donc le but ici, c'est plutôt de vous parler de ce qu'on fait autour de cette expérience-là et non pas en remplacement. Encore une fois, avec l'hypothèse que en fait, les recettes visuelles ou ce qu'on fait en AutoML, c'est pas forcément aujourd'hui des choses qui vous sont nécessaires parce que vous pouvez déjà tout faire finalement avec du code. Et donc ce que je vais présenter, c'est des choses qui sont accessibles via l'API pour que vous puissiez bénéficier de tout ça tout en restant dans vos notebooks et en continuant à développer vos projets. Le premier aspect sur lequel Dataiku vous accompagne, et ça c'est finalement pas que les data scientists, c'est vraiment un des piliers phares dans la construction du produit et qui s'adresse à tous nos utilisateurs, c'est la facilitation de l'accès à ces ressources avec un accès centralisé et uniformisé. Ces ressources, quelles sont-elles ? C'est tout d'abord les données évidemment, les ressources de calcul aussi. Donc vous allez avoir d'un côté une interface où l'administrateur, les équipes IT, éventuellement vous, allez configurer toutes les bases de données auxquelles vous pouvez avoir accès. Également toutes les machines auxquelles vous pouvez avoir accès, potentiellement certaines équipées de GPU, etc. Et vous, dans votre notebook, vous allez pouvoir voir, déjà dans Dataiku, voir toutes les données auxquelles vous pouvez accéder. Dans vos notebooks, appeler toutes ces données-là de la même façon, peu importe l'endroit où elles sont stockées. Et en un clic, changer le kernel, par exemple, de votre notebook pour l'adapter, pour adapter les ressources au projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Vous avez également un espace de gestion de vos codes env. Ça, c'est intéressant pour la partie mise en production, pour s'assurer qu'en fait, vous arrivez facilement à reproduire le contexte et les ressources utilisées pendant l'expérimentation en production. Et finalement, le dernier point, en tout cas, c'est un peu un parallèle, disons, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le Generative AI et ce qu'on a fait avec le LLM Mesh. Alors, je ne vais pas vous refaire une présentation du LLM Mesh parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez eu déjà pas mal. Mais j'aimerais insister sur un point qu'on a peut-être peu abordé dans les présentations parce que c'est ce qui s'adresse à nos profils les plus experts. C'est tout ce qu'on a fait autour des API pour vous permettre d'utiliser tous les modèles configurés dans le LLM Mesh via du code. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous pouvez appeler tous les modèles configurés, soit pour faire de l'inférence assez basique, mais également avec LangChain pour pouvoir construire des applications plus avancées. Et donc là, la logique, c'est vraiment la même que celle qu'on a construite avec les bases de données. C'est de se dire, vous pouvez à la fois être un codeur, être dans un notebook et faire des choses avancées, mais bénéficier néanmoins de cette centralisation, ce contrôle, cette sécurité qu'on a mis autour du LLM Mesh. Maintenant que vous avez accès à vos ressources, le deuxième élément sur lequel on vous accompagne, c'est vraiment le développement purement de ces projets.
La première chose qui est importante pour nous, c'est vraiment de s'assurer que dans Dataiku, vous pouvez retrouver et utiliser un environnement de développement qui répond à des standards du marché en tant que data scientist. Donc, c'est-à-dire être dans un IDE, avoir de l'autocomplétion, un linter, etc. Et donc dans Dataiku, vous avez la possibilité à la fois d'utiliser des Jupyter Notebook et également d'intégrer des IDE, VS Code et Jupyter Lab. En plus de ça, on a des intégrations Git sur lesquelles on est en train de travailler sur une amélioration à venir pour l'année prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez des intégrations Git au niveau des librairies de code et au niveau des projets qui vous permettent également d'appliquer des bonnes pratiques de versionning et de collaboration plutôt issues du monde de la data science et du software engineering, disons. Ça, c'est pour ce qui est vraiment de l'espace de développement. Ensuite, si on regarde la structuration de ces projets. On a parlé de notebook, donc vous avez l'espace de notebook pour expérimenter. Maintenant, comment je fais en sorte pour structurer mon projet pour correspondre à des bonnes pratiques pour la mise en production. Ces bonnes pratiques, c'est quoi? Sans même parler de Dataiku, c'est avoir des librairies de code dans lesquelles on met un peu toute la connaissance et l'expérience, disons, acquise par l'équipe et dans l'entreprise. Et d'avoir pour le projet des scripts qui vont aller appeler ces fonctions dans cette librairie-là et contenir la logique vraiment propre au projet. Dans Dataiku, c'est la même chose. Vous avez d'un côté des librairies de code dans lesquelles vous allez pouvoir mettre vos fonctions, vos classes. Vous allez également pouvoir versionner et utiliser des repos Git externes pour héberger ces librairies si vous le souhaitez et les importer. Et vous allez pouvoir structurer votre projet avec le flow et les Python recipes, qui sont en fait des Python recipes. C'est un script de Python, hein, c'est vraiment un fichier .py. Et en plus de ça, du coup, vous allez bénéficier de la vue du flow pour pouvoir vraiment comprendre la logique du projet. Ces deux points-là, en fait, ils sont vrais que ce soit un projet de machine learning ou non. En fait, ça s'applique aussi à un projet d'ETL. C'est vraiment comment je structure un projet avec du Python et en manipulant de la donnée. Le troisième élément très spécifique pour le coup machine learning, c'est tout ce qu'on vous propose autour de l'évaluation et l'expérimentation avec vos modèles de machine learning. Ce qui est important pour nous ici, encore une fois, c'est de vous laisser libre des librairies que vous choisissez d'utiliser et de ne pas vous forcer à utiliser nos fonctionnalités visuelles si vous êtes en fait très à l'aise avec des librairies Python et que vous pouvez aller encore plus loin potentiellement avec des librairies Python. Et donc, tout en vous laissant libre de ces librairies-là, que ce soit scikit-learn, PyTorch, Hugging Face, avec l'API, vous allez pouvoir loguer toutes les expérimentations que vous faites, donc avec les paramètres, les modèles, toutes les métadatas que vous souhaitez sauvegarder. Et ensuite, vous allez avoir des interfaces dans lesquelles vous allez pouvoir revenir à ces expérimentations-là, les comparer, etc. Ensuite, même pour des modèles que vous auriez développés en Python, vous allez pouvoir bénéficier d'interfaces d'évaluation de votre modèle avec des graphiques préconstruits, alors des graphiques basiques comme votre courbe ROC, vos matrices de confusion, mais également des graphiques plus avancés pour l'explicabilité des modèles. Par exemple, regarder quelles variables ont une importance sur mes prédictions, etc. Ça, c'est pour la partie du coup vraiment développement de vos projets. Maintenant que votre projet est développé, qu'il a une structure qui est plus cohérente pour faire de la mise en production et vous avez gardé trace de vos expérimentations, on passe à la partie vraiment purement déploiement. Je ne vais pas vous refaire toute une présentation et je vais peut-être passer plus rapidement là-dessus sur la partie MLOps parce que je pense que vous avez déjà eu des présentations cet après-midi sur le sujet. Rapidement, ce qu'on fait sur la partie Ops, d'un point de vue plutôt, encore une fois, data scientist, bon, le premier élément, c'est vraiment simplifier la mise en production. Donc, on a ces nœuds d'expérimentation sur lesquels vous allez pouvoir développer. Puis après, des nœuds d'automation, des nœuds vous pouvez développer des API services, déployer des API services. Et vous avez cette interface, le déployeur, qui vous permet facilement de passer vos projets d'un espace à un autre, d'une instance à une autre. Vous avez également des outils d'orchestration, que ce soit les scénarios, mais en fait l'API même, qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Et également lié à l'API, et ça je pense que c'est quelque chose de très important pour nous, c'est que parce qu'on a des API, en fait, vous pouvez très facilement vous intégrer et intégrer ces processus de mise en production à des outils, disons, un peu standards pour faire du CI/CD, et en dehors vraiment du pur cas de la data science, des outils tels que Jenkins, Azure DevOps, GitHub Action. Donc vous pourrez le trouver sur notre site un certain nombre de tutoriels pour vous expliquer comment le faire.
Mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez inscrire ces processus de mise en production dans des process plus larges dans votre entreprise, parce que pour les équipes IT, l'objectif ne va pas être que chaque équipe avec son propre outil et des process différents, ça deviendrait incontrôlable. Finalement, le dernier aspect vraiment lié au ML, c'est tout ce qui est interface de monitoring clé en main. Donc disons, quand vous allez pousser un projet avec un modèle, encore une fois un modèle, ça peut être un modèle développé avec l'AutoML, mais également un modèle que vous auriez développé en Python. Aujourd'hui, c'est même vrai pour des modèles que vous auriez déployés sur d'autres plateformes et que vous auriez aussi développés et déployés sur d'autres plateformes. Vous allez avoir des interfaces sur lesquelles vous allez pouvoir monitorer les performances de vos modèles en production, notamment l'input drift, qui vous permet de voir est-ce que en fait, la distribution de mes données que je reçois en production est la même que la distribution des données sur lesquelles j'ai entraîné mon modèle. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'a priori, votre modèle il est en fait plus pertinent pour le contexte dans lequel il est maintenant utilisé. Le dernier aspect, je vous avais promis 3 piliers, mais finalement, il y en a quand même un 4e, dont on ne parle pas forcément parce que ce n'est pas forcément perçu toujours comme un challenge ou comme un pain point, c'est vraiment tout ce qui est collaboration avec les équipes métiers. Cette collaboration en tant que data scientist, elle prend plusieurs formes. La première, c'est que tout simplement, les équipes métiers, c'est celles qui sont souvent destinataires de votre projet. Et donc, c'est eux qui vont ingérer, disons, les insights générés par vos projets, que ce soit des visualisations, des datasets. Et aussi, alors ça, en tout cas, là, je parle d'expérience. Quand on est data scientist, on se retrouve parfois à faire des tâches un peu ad hoc pour des équipes métiers, parce qu'ils se posent des questions, mais en fait, ils n'ont ni la connaissance technique, ni la connaissance des données pour y répondre. Quand on est data scientist, ce n'est pas forcément des tâches à forte valeur ajoutée et celles sur lesquelles on préfère passer du temps. Et en fait, on se dit rapidement les équipes métiers seraient à même de le faire elles-mêmes si on les accompagnait un peu. Et donc, Dataiku, on vous accompagne sur la collaboration sur ces différents niveaux-là. Tout d'abord, en vous permettant de développer des visualisations, des applications basées sur vos projets facilement. Donc, que ce soit des dashboards avec des charts que vous auriez construits en Python, ou des applications plus avancées, soit avec des frameworks Python tels que Streamlit, Dash, Bokeh, mais en fait finalement avec n'importe quel type de framework, Angular, Vue.js. Le deuxième aspect, c'est vraiment faire monter en compétence les équipes métiers sur des tâches assez basiques, et ça peut prendre plusieurs niveaux, soit tout simplement automatiser des tâches pour ces équipes-là, réentraîner, mais en tout cas réappliquer des analyses toutes les semaines par exemple, ou développer des composantes réutilisables, soit via des plugins, soit via des templates de notebook, etc. On arrive bientôt à la fin de cette présentation. Si on résume rapidement ce qu'on a vu, Dataiku vous accompagne sur, disons, finalement 4 piliers principaux. L'accès à ces ressources, données, calcul, et la gestion et la structuration de ces projets et de ces expérimentations de machine learning, le déploiement, la mise en production avec une intégration à des outils tierces, et la collaboration et le partage avec les équipes métiers. Et le tout, et ça c'est vraiment important pour nous, tout en restant dans un environnement qui vous est familier, que ce soit des notebooks ou des IDE. Donc si on revient un peu à ce schéma-là du début qui a lancé la discussion, je ne vais pas non plus vous mentir et vous dire qu'avec Dataiku, la data science, ça va devenir un long fleuve tranquille, parce que je pense que ce n'est pas vrai, et vous l'avez entendu toute la journée, il y a une part de complexité qui est inhérente à la data science, et peut-être aussi pour ça qu'on aime notre métier. D'ailleurs, on le voit sur le dessin d'en bas, ça reste une côte, et il faut quand même un peu pousser sur les cuisses pour y arriver. Néanmoins, avec Dataiku, on travaille à vous aider à dépasser à minima les freins techniques qui pourraient vous empêcher d'avancer. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur notre espace de documentation dédié aux développeurs, qui s'appelle le Developer Guide. Vous trouverez un certain nombre de tutoriels. Il y a aussi un Quick Start tutoriel qui vous permettra, qui illustrera plus concrètement ce que je viens de vous présenter. Merci pour votre écoute. Voilà. Et je vous invite à rester parce qu'on a Patrick et Paul de Cassib qui vont venir vous présenter un de leurs use cases de trading pour illustrer justement comment plus concrètement ils se servent de tous ces outils-là pour accélérer le développement de leur projet.